Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de continuer à parler de Webpack et on va parler plus précisément de l'utilisation de Webpack avec React. Alors React, c'est un framework qui est plutôt sympa mais qui a l'inconvénient de nécessiter pas mal de configuration pour pouvoir l'utiliser. Et au final, on se retrouve assez souvent à utiliser React CLI qui nous préconfigure les choses. Mais il est intéressant de savoir un petit peu comment ça fonctionne et comment on va pouvoir configurer Webpack pour utiliser React. Et on verra aussi comment utiliser React Hotloader qui permet de mettre en place un système de rechargement à chaud, ce qui veut dire que vos composants peuvent être remplacés sans forcément devoir refaire toutes les étapes de votre application. Donc histoire de repartir sur des bases saines, ce que je vous propose c'est de repartir de zéro. Donc j'ai simplement créé ici un petit projet et à l'intérieur j'ai juste fait un coup de npm init histoire d'avoir un fichier package.json de vide. Alors mon idée c'est d'avoir un dossier par exemple src à l'intérieur duquel j'aurai un main.jsx. Donc je vais utiliser ici la syntaxe avec le virtual DOM. Donc d'abord, on va avoir besoin d'importer React. Donc au niveau de mon terminal, je fais un coup de npm install React. De la même manière, je veux injecter mon code au niveau du DOM. Donc je fais un coup de npm install React-DOM. Ça, ce sont les deux dépendances qui sont liées à l'utilisation de React. Ensuite, j'importe React from React. Donc ça servira pour la compilation du JSX. Et je fais un import React-DOM from React-DOM. C'est React-DOM et en haut ici c'est en minuscule. Une fois que ça s'est importé, je vais pouvoir rendre mon composant. Donc je m'imagine le rendre au niveau de mon body. Ou même je vais plutôt créer une div. Donc je fais un React-DOM.render et je vais lui demander de rendre simplement une petite div à l'intérieur duquel on aura le texte salut les gens. Et cette div, je vais la rendre dans un élément qui aura l'id app. Donc je fais un document.getElementsById et je lui demande de prendre l'élément qui a l'id app. Pour que ça fonctionne, il faut que je crée à la racine de mon projet un fichier HTML. Donc je vais créer un index.html qui sera notre page de test et à l'intérieur, je vais mettre une page HTML standard. Alors là, c'est un petit snippet, mais au final, on ne va pas prendre tout ça, ne vous inquiétez pas. Voilà, on va simplement mettre une méta pour préciser qu'on a un encodage en UTF-8. Donc ça c'est important pour ne pas avoir des caractères bizarres. Et je mets une div qui va avoir l'id app. C'est cette div là qui recevra notre application. Et on s'imagine que mon script final va se situer dans un dossier qui va être à la racine et ça sera assets par exemple /main.js. Donc mon idée, c'est d'utiliser Webpack pour pouvoir faire fonctionner ce main.jsx et pour pouvoir voir ma page. Alors je vais avoir besoin de Webpack, donc ça c'est pour la compilation finale, et de Webpack Dev Server pendant la phase de développement. Donc au niveau de mon terminal, je fais un coup de npm install en dépendance de développement. Alors je vais grossir un petit peu le terminal, et je vais installer Webpack et Webpack-dev-server. Et je vais aussi installer CrossEnv. Ça me permettra de définir des variables d'environnement et de faire fonctionner ces variables d'environnement à la fois sur Windows et Linux, et Mac aussi. Donc pendant qu'il est en train de s'installer, au niveau de mon... je ne peux pas modifier le package.json en même temps, sinon je risque d'écraser les modifs qu'il va faire, donc on va le laisser finir. Mais une fois qu'il a fini, dans mon package.json, je vais déclarer deux scripts. Donc d'abord le script de développement, donc je vais lui dire de créer une variable d'environnement qui va s'appeler node-env et qui sera par défaut sur development. Et ensuite, je fais un webpack-dev-server et j'active le hot reload. Même si je n'ai pas de configuration pour l'instant, je mets quand même ce drapeau-là. Et ensuite, on aura une autre commande build qui, elle, prendra l'environnement de développement en production, enfin, l'environnement node-env en production, et qui fera simplement la commande webpack. Pour que Webpack fonctionne correctement, il me faut créer un nouveau fichier de configuration webpack.config.js. Donc ce fichier de configuration, je vais commencer par créer une variable config qui sera mon objet de configuration. Variable que je finis par exporter à la fin. Alors je crée cette variable là parce qu'après plus tard je créerai des petites conditions qui me permettront de la modifier. Et à la fin je fais un module.exports et j'exporte config. Alors au niveau de la configuration, le point d'entrée, ça sera mon fameux main.jsx, donc qui se situe dans le dossier src, et ensuite c'est main.jsx. Ensuite, je vais préciser le dossier de sortie. Donc par défaut, je vais mettre un chemin absolu, donc je vais utiliser pour cela path, donc c'est un module de Node.js, et je lui demande de résoudre le dossier courant, et je vais rajouter ensuite le dossier assets.
Donc ça publiera dans le dossier courant et ensuite dans un sous-dossier assets. Pour que ça fonctionne, il faut que j'importe PAF. Donc je fais un const PAF égale require et j'importe PAF. Alors je ne sais pas pourquoi mon éditeur veut à tout prix reformater un petit peu les choses, mais voilà, je réorganise pour avoir la bonne indentation. Alors le nom de fichier de sortie, ça sera le main.js. Donc là on a défini le point d'entrée, le point de sortie. Je vais aussi lui rajouter les extensions à supporter, histoire que si je charge un composant, je n'ai pas besoin de mettre l'extension JSX, automatiquement il la cherche. Donc je rajoute une clé resolve et je vais lui demander de resolve les extensions .js et .jsx. Donc vous pouvez en rajouter d'autres si vous utilisez d'autres langages. Ensuite, on va préciser les loaders à utiliser. Donc globalement, pour compiler du JSX en JS, le loader que l'on doit utiliser, c'est Babel. Donc je vais l'installer au niveau de mes dépendances de développement. Donc je vais avoir besoin du loader Babel. Donc ça sera babel-loader. Il n'a pas directement la dépendance Babel Core, donc il faut l'inclure. Donc ça c'est vraiment le fonctionnement de Babel. Et ensuite on va charger deux presets. Donc le premier c'est le preset ES 2015 qui permet de gérer le code ES 2015 et de le convertir en ES5. Et ensuite on va prendre Babel-preset React qui, comme son nom l'indique, permet de travailler avec React. Donc pendant que c'est en train de s'installer, je vais continuer à modifier mon fichier. Et dans les loaders, ici c'est loaders, attention, je vais préciser, oula, ça fait n'importe quoi. Oui, voilà, je vais avoir un loader qui va correspondre aux fichiers qui finissent par du TS. Donc je lui demande de tester le nom de fichier et si ça finit par un point JS ou JSX, dans ce cas-là, il faudra que tu utilises le loader Babel. Donc je mets loader de point babel-loader. Donc pour que le loader Babel fonctionne correctement, il va falloir lui indiquer qu'il doit utiliser les deux presets que j'ai installés, le preset ES 2015 et le preset React. Donc pour configurer ça, il suffit simplement à la racine de mon projet de créer un nouveau fichier babel-rc. Et à l'intérieur, c'est simplement un petit JSON où je lui précise que les presets à utiliser, ce sont les presets ES 2015 et React. Voilà, c'est tout ce que j'ai à faire à ce niveau-là. Donc là, il a fini d'installer et je pense qu'on devrait être pas mal. Rien qu'à partir de ça, on devrait être capable maintenant de lancer notre serveur de développement. Alors juste peut-être une dernière configuration. Dans l'output, surtout pour le serveur de développement, on va lui préciser que le public path, ça sera /assets. C'est-à-dire, voilà dans quel dossier je vais exporter mes différents assets. Donc ça, c'est important pour les URL. Donc, je vais lancer un coup de npm run dev. Et il va lancer le serveur de développement sur le port 8080. Et il compile bien mon fichier JavaScript. Si sur mon navigateur je me rends sur localhost 2.8080, je vois bien mon salut les gens, ce qui veut dire que mon React fonctionne correctement. Maintenant, ce que l'on va faire, c'est qu'on va créer un sous-composant. Donc je vais créer un nouveau fichier que je vais placer dans un sous-dossier components et on va avoir notre app.jsx. Donc à l'intérieur, on va simplement définir une classe qui va hériter de React Component. Donc je fais un import React from React et ensuite je fais un export default et je vais exporter une classe qui va s'appeler app et qui va extends de react.component. À l'intérieur de cette classe, je vais faire un render et je me dis j'aimerais bien rendre un autre composant. Donc je vais créer un nouveau fichier que je vais appeler hello.jsx. À l'intérieur duquel j'exporte une classe qui va s'appeler hello et elle aura dans son render quelque chose de plutôt simple. Elle retournera de l'HTML, donc on fait un return, toujours la même chose, ma div avec salut les gens. Voilà, en général c'est comme ça que l'on va travailler. Et dans mon app.jsx, du coup je peux return mon composant hello. Voilà, et je pense à l'importer, alors je crois qu'il le fait par défaut avec mon IDE. Voilà, et je l'auto-ferme. À la limite, peut-être je précise le nom de la personne. Je vais faire name égale Jean. Ce qui veut dire que maintenant dans mon hello.jsx, j'ai une propriété qui s'appelle name et je peux dire salut suivi du nom de la personne. Donc ça sera this.props.name. Et maintenant au niveau de mon main.jsx, plutôt que d'utiliser cette div là, je vais tout simplement importer mon application. Donc ici, je mets app. Voilà. Donc au niveau de mon système, ça m'affiche bien salut Jean.
Si vous utilisez React DevTool, qui est une extension qui est disponible sur Firefox et sur Chrome, lorsque je clique sur Inspecter l'élément, si je me rends sur cet onglet React, je vois mes différents composants. Donc j'ai mon app ici, et à l'intérieur, je vois bien mon salut les gens. Donc ça fonctionne super bien. Et je peux voir dans le cas de mon Hello, alors je ne sais pas peut-être pourquoi il est affiché en double, mais dans le cas du Hello ici, on voit bien la propriété name égale Jean. Alors d'ailleurs, il faut faire attention parce que par défaut, même si vous utilisez Webpack, il va compiler en version de développement. Alors je m'explique, je vais couper le serveur et je vais faire un coup de Webpack ou tout simplement un coup de npm run, je crois qu'on avait appelé ça build. Et il va utiliser la variable d'environnement production et il va lancer Webpack. Webpack va automatiquement compiler le fichier et je vais me retrouver dans le dossier assets avec un main.js. Alors mon index.html, temporairement, je ne vais pas mettre un chemin absolu, mais je vais mettre un chemin relatif. Comme ça va me permettre de l'ouvrir avec mon navigateur. Donc si j'ouvre ce petit dossier-là, je vais me rendre sur mon navigateur et je vais ouvrir le index.html dans un nouvel onglet. Malgré que j'ai mis le drapeau production, on voit que ici, on me dit toujours que j'utilise un build de développement, ce qui n'est pas idéal parce que du coup, ça veut dire que le fichier main.js de sortie, il sera assez volumineux. Donc là, il n'est pas encore gzippé, mais je vois qu'il fait 671 kg, ce qui est quand même assez conséquent. Donc il va falloir indiquer à notre build que l'on veut mettre en place l'environnement de production. Donc à l'intérieur de React, il s'attend à avoir une variable d'environnement qui s'appelle node.env. Du coup, il faut la passer de notre environnement Node.js à Webpack. Donc pour cela, il faut utiliser un plugin qui est le define plugin. Donc au niveau de ma configuration ici, je vais juste après cette liste-là définir un ensemble de plugins et je vais utiliser Webpack. Donc je charge Webpack tout en haut et je fais un require de Webpack. Ensuite, au niveau des plugins, je lui demande de lancer un new webpack.define. Alors, je ne sais pas pourquoi il autocomplète pas. Donc, c'est define plugin. Et on lui passe un objet. Alors, on lui dit qu'il devra remplir process.env avec un objet où on aura la variable node_env. D'ailleurs, on n'a pas besoin de mettre des guillemets, vu qu'ici, on n'a pas de caractères spéciaux. Et node_env sera égal à l'environnement qui sera défini. Donc ça sera process.env.node_env. Basiquement, on est en train de passer la variable d'environnement à notre JavaScript. Par contre, attention, ça nous donne directement production ou développement. Et du coup, il va vouloir l'interpréter. Donc il faut rajouter des guillemets autour et on peut utiliser la méthode stringify de JSON pour faire ça. Donc ça, c'est quelque chose que vous allez retrouver dans de nombreux builds. Globalement, ça va permettre ensuite à l'intérieur de React de pouvoir détecter l'environnement qui est utilisé. C'est ce que vous voyez si vous inspectez votre main.jsx ou n'importe quel JSX. Lorsque vous regardez le React que vous importez, voilà ce qu'il fait. Donc en fait, en définissant la variable d'environnement, en la définissant correctement, vous allez importer la version de production plutôt que d'importer la version de développement. Donc je relance mon terminal, donc je fais un coup de npm run build et il va juste générer le fichier. Si je regarde le fichier de sortie, donc c'est un petit dossier en amont, je ne me retrouve plus avec 670 kg, mais avec seulement 148 kg. Alors c'est assez conséquent, mais une fois gzippé, c'est un petit peu plus petit. Si je me rends, ou même si je fais un coup de gzip, c'est le dossier assets, et ensuite c'était main.js. Donc ça, c'est quelque chose qui sera automatiquement fait par votre web server, donc Nginx ou Apache, mais vous allez vous retrouver avec un fichier final de 40 kg. Voilà. De la même manière, hop, je relance un coup de npm run build. Si jamais vous vous rendez sur la page web, automatiquement, ici, il vous dira bien, vous utilisez une version de production. Et autre petit détail, si jamais vous voulez vraiment optimiser les performances, c'est d'utiliser le système de Uglify. Donc là, pareil, au niveau de notre webpack.config.jsx, on va charger un nouveau plugin. Par contre, on ne doit le charger que si on est sur l'environnement de production. Donc je vais mettre une petite condition ici en lui disant si on a process.node.env qui est égal à production, dans ce cas-là, on va activer certains plugins. Dans le cas contraire, on en activera d'autres. Donc dans le cas où je suis en production, je vais prendre ma configuration, prendre les plugins et rajouter un nouveau plugin. Et là, je vais faire un new webpack.optimize.uglify.js plugin. Et après, à l'intérieur, vous pouvez lui passer un petit peu ce que vous voulez. Donc par exemple, je vais lui passer un compress et je vais lui demander d'enlever les warnings. Donc je mettrai warning à false. Voilà, donc là, globalement, on rajoute ce plugin-là seulement si on est sur l'environnement de production.
De la même manière, pour éviter les duplications, vous pouvez faire un config.plugins.push et on rajoute un new webpack, et il est très chiant avec ces espaces, webpack.optimize.occurrence.order_plugin. Donc ça, globalement, ça change les ID des morceaux et ça permet d'obtenir un fichier qui est un petit peu plus léger. Donc je relance encore une fois un coup de npm run build, il va régénérer le fichier JavaScript. Et il me sort une petite erreur ici. Effectivement, ce n'est pas warning, mais c'est warning avec un S. Donc je relance mon build et je vais obtenir un build qui est un petit peu moins conséquent. J'obtiens ici 140 kg au lieu des 160 de tout à l'heure. Et si je reviens sur ma page, cette fois-ci on me dit bien que React est en mode production. Donc faites bien cette condition-là et n'envoyez pas en production un build qui n'est pas optimisé. Parce que sinon vous allez augmenter considérablement le volume de votre JavaScript pour rien. Donc voilà pour ce petit détail. Maintenant, autre petite chose, c'est le hot reload. Moi, ce que j'ai envie de faire, c'est lorsque je recharge mon code, ne pas devoir recharger toute la page. Alors, on va prendre un exemple un petit peu plus concret. Alors, je vais ramener le navigateur sur mon espace de travail 1 pour avoir les deux côte à côte. Donc, on s'imagine que notre Hello World, il a un petit compteur. Donc ici, je vais créer un state. Donc, je vais créer un constructeur et on va appeler donc le constructeur prendra en paramètre les propriétés, il doit appeler la méthode parente en lui passant les propriétés. Ensuite, je fais un this.state et je vais lui donner comme state un counter qui par défaut est à 0. Ensuite, je vais changer un petit peu le rendu, on va mettre un petit BR ici, on mettra counter de point suivi du nombre. Donc ce sera this.state.counter. Voilà, peut-être encore un petit BR et un petit bouton pour incrémenter. Donc je crée un bouton, incrémenter, et ce bouton appellera, lorsque l'on cliquera dessus, la méthode increment. Donc ça sera this.increment. Cette méthode, tout de suite, je vais la binder en faisant this.increment égale this.increment.bindThis. Voilà, et je vais la définir juste en dessous de mon render en faisant increment. C'est une fonction qui fera simplement un this.setState et qui rajoutera au niveau du state 1 au counter. Donc ça sera this.state.counter plus 1. Donc si maintenant je relance mon serveur de développement, npm run dev, et que je me re-rends sur la page correspondante, c'était celle-ci, j'ai bien mon salut Jean, mon compteur égale à 0 et je peux incrémenter. Le problème, c'est que si j'ai envie de faire une petite modification, dès que je vais sauvegarder, il va réactualiser toute la page, ce qui fait que je perds mon état. Donc là, c'est un exemple relativement simple, mais dans des cas un petit peu plus complexes, je suis obligé de naviguer dans toute une application. Donc si à chaque fois je dois réactualiser et refaire toutes les étapes, ça peut être un petit peu pénible. Donc par exemple, là, typiquement, on pourrait ici lui dire si this.state.counter est supérieur à 10, je vais lui mettre une div où je mettrai bravo, vous avez dépassé 10. Alors c'est complètement stupide, on est d'accord, hein, mais c'est juste pour l'exemple. Le problème c'est que j'incrémente, je vais arriver à 10, ça fonctionne correctement, et je me dis ah mince, ça n'a pas pris le cas où c'est inférieur ou égal à 10. Mais je fais mon changement et je suis obligé de cliquer 10 fois. Vous en conviendrez, c'est pas forcément très pratique. Donc c'est là qu'intervient le React Hot Loader. Donc comme son nom l'indique, c'est un loader qui va permettre de mettre en place le rechargement à chaud. Donc ça se base sur l'utilisation de Webpack et du Hot Reload. Alors la première étape, c'est de l'installer. Donc je vais couper mon serveur et je vais faire un coup de npm install en tant que dépendance de développement. React-hot-loader. Donc pour utiliser ce loader, si on se rend un petit peu sur la documentation, c'était ici. Alors vous avez plusieurs solutions, vous devez charger ce plugin là, donc vous pouvez le charger au niveau de Babel, mais vous pouvez aussi utiliser directement Webpack, donc là ça dépend un petit peu de ce que vous voulez faire. Moi je préfère cette solution là, étant donné que même si je travaille en TypeScript, c'est un petit peu le même principe à chaque fois. Donc après notre loader Babel, on va rajouter le React Hot Loader / Webpack. Donc au niveau de ma configuration, hop là. Donc c'était dans mon webpack.config.js, je vais lui demander de rajouter ce loader là. Donc là, ça renverra un tableau plutôt que simplement une chaîne de caractères. Et avant mon Babel loader, je rajoute le React Hot Loader / Webpack. Ensuite, la seconde étape, c'est de charger au niveau de nos entrées le React Hot Loader Patch.
Alors, ce petit truc-là, vous pouvez le rajouter en mettant un require directement au niveau de votre main.jsx ou vous pouvez le rajouter dans les entrées. Donc, suivant comment vous avez géré vos différentes entrées, moi, ce que j'aime bien faire, c'est dans la production ici, ne rien faire, mais par contre, dans la phase de développement, je vais lui faire un config.entry et plutôt que d'être une simple chaîne de caractères, ça sera un tableau. En premier, je lui passe donc cette version patchée et en second, je lui passe l'entrée qui était déjà prédéfinie. Voilà, comme ça, je change mon entrée sans forcément modifier trop de choses. Donc rien qu'en faisant ça, le hot reload va être activé. Donc ça, c'est la première étape, mais on va devoir quand même modifier un petit peu de code. Donc je vais relancer le code de développement, histoire de voir que je n'ai pas de problème particulier. Et ça fonctionne correctement. Et si je réactualise ma page, hop, j'ai mon compteur et je vais sortir mon inspecteur. Alors je sors l'inspecteur pour voir ce qu'il me donne en console. Mais on me dit bien, le hot module replacement est activé. Maintenant, il faut dire au niveau de mon main.jsx que je vais accepter le hot reload. Donc je vais lui mettre une petite condition lui disant si module.hot est activé, je vais faire quelque chose. Dans le cas contraire, je vais simplement lancer ma fonction. Donc plutôt que d'avoir ce code-là directement, je vais le mettre dans une fonction. Donc on va l'appeler render_app. Cette constante sera une fonction qui fera le render que j'avais écrit. Donc si le hot module est activé, on fera quelque chose. Si ce n'est pas activé, je fais simplement un render_app. S'il est activé, je vais lui préciser que j'accepte le hot module reload. Et lorsque l'on recharge app, il faudra que tu relances cette fonction. Donc en premier paramètre, je lui passe le chemin du composant qu'il doit accepter. Donc ici c'est app. Et en second paramètre, la fonction à exécuter. Donc ici, je lui passe render_app. D'ailleurs, je me demande si je ne peux pas directement lui donner render_app comme ceci. Et par défaut, je render_app dès le début. D'ailleurs, ça veut dire que je peux peut-être me passer du else. Voilà. Histoire de tester les choses, je vais mettre à l'intérieur du render_app un console.log je rends app. Voilà, donc par défaut, il rend une fois le app et dès que je fais une modification ici, forcément il re-rend tout. Maintenant, je fais faire une modification au niveau de mon app.jsx. Et je me dis, je change le nom de la personne. Dès que je sauvegarde, je vois qu'il n'y a pas de rechargement, il essaie de faire un rechargement à chaud. Par contre, ma vue ne se trouve pas modifiée. Donc ça, c'est parce qu'on a fait une partie de la configuration. Pour que le hot reload fonctionne, il faut changer notre composant général. Donc il faut importer app container depuis React Hot Loader. Ensuite, il faut englober toute votre application de ce app container. Donc ici, j'ouvre app container, je mets mon app à l'intérieur et je referme. Donc si je sauvegarde, je vois que ça ne change absolument rien. Alors il y a peut-être un petit détail ici. Hop, on avait dit on render l'app juste après et là c'est simplement la fonction que l'on doit appeler. Donc par défaut, mon application continue à fonctionner. Je vois bien que ça affiche le console log, je rends mon application. Et maintenant, dès que je vais dans mon app.jsx, lorsque je change les choses, automatiquement, ça devrait rafraîchir en live au niveau de mon navigateur. Alors ça ne le fait pas dans le cas de Babel parce qu'il faut lui demander de ne pas résoudre les modules. Donc là, vous changez légèrement la configuration de l'OS 2015 et vous lui dites non, ne convertis pas le code des modules parce que Webpack de toute façon le gère. Donc vous rajoutez une clé module et vous mettez ça à false. Voilà, donc vous changez légèrement la configuration. Je pense que normalement on n'a pas besoin de redémarrer le serveur Webpack. Mais si maintenant au niveau de mon app.jsx je change le nom de la personne pour mettre juste Jean, je vois que dès que je sauvegarde, il re-rend les choses. L'avantage c'est que si j'incrémente comme ça jusqu'à 12, je peux modifier les choses et il ne fait pas le changement de state. Donc même si dans mon hello.jsx, j'ai envie de changer les choses, par exemple j'ai envie de lui dire c'est seulement si c'est supérieur ou égal à 12, dans ce cas-là je vais lui dire vous avez dépassé 12, dès que je sauvegarde il y a ce changement-là. Si je passe ici à 13, hop ça disparaît. Donc c'est très très pratique pour accélérer le développement parce que vous n'êtes pas obligé de devoir recharger l'application. En revanche, faites attention, si vous faites des changements par exemple au niveau du constructeur, ça n'est pas automatiquement rechargé. C'est-à-dire que si ici je me dis tiens le counter par défaut je le passe à 20, dès que je sauvegarde, lui il recharge le contenu de la classe mais il ne va pas relancer le constructeur. Dans ce cas-là, il faudra passer par un rafraîchissement manuel. Donc faites attention, dès que vous modifiez des choses qui sont externes aux composants React, il faudra quand même passer par une réactualisation classique. Le hot reload ne peut pas fonctionner de manière complètement magique non plus.
Alors peut-être un dernier petit détail, parce que je crois que quand vous faites une petite modification, il vous le dit, vous pouvez activer ce plugin-là. Donc si vous êtes en phase de développement, alors je ne sais même plus à quoi il sert, juste si on se rend sur Webpack.js, ça permet simplement d'avoir le chemin relatif des noms de modules. Bon, c'est pas foufou, mais vous voyez que par défaut, je crois que quand il dit voilà le module que j'ai updaté, il vous dit juste l'ID, ce qui n'est pas forcément très pratique. Si vous modifiez la configuration Webpack et vous rajoutez dans les plugins en faisant un config.plugins.push ce plugin là, hop, ben ça vous permettra d'avoir un petit peu plus d'informations en console. Donc je relance le serveur de développement, j'attends un petit peu, je réactualise la page. Et une fois que je modifie le fichier, par exemple hello.jsx, je vais mettre n'importe quoi ici, ben je vois bien que ça me donne les composants qui ont été re-rendus. Donc j'ai modifié ici le hello. Le hello étant requis par le app, ben il modifie aussi le app, et du coup ça re-rend. Donc voilà ben comment fonctionne le hot reload avec Webpack et React. Et d'ailleurs, dernier petit détail, si je compile en production, donc je fais un npm run build, ben ça va fonctionner correctement. Dans ce cas-là, il détectera que module.hot n'est pas défini et on n'aura pas le code du hot reload. Donc je me retrouve toujours avec un fichier qui fait 116 kg et si j'essaie d'ouvrir la page directement sur mon navigateur, ça fonctionne correctement. Donc j'espère que cette vidéo vous aura permis d'y voir un petit peu plus clair avec la configuration de Webpack. Donc vous le voyez, même si on ne passe pas par les configurateurs Webpack React CLI ou ce genre de choses, c'est pas si compliqué que ça. Il suffit simplement d'utiliser Babel pour convertir le JSX et d'utiliser React Hot Reload pour le Hot Reload. Et c'est tout ce que l'on a à faire au niveau de notre application. Si vous utilisez TypeScript, moi c'est ce que je fais, globalement le principe est absolument le même. La seule chose qui va changer, c'est que plutôt que d'utiliser Babel, on utilisera TypeScript. Donc on vous utiliserez le TS Loader ou le Awesome TypeScript Loader. Mais tout le reste de la configuration va rester identique. Donc j'espère que cette vidéo vous aura permis d'y voir plus clair et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao!